Tout le monde, on vous demanderait de prendre place pour le dernier podcast de la soirée. Le dernier podcast de cette 6e édition du Festipod. Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Crime Glacé! Ben, salut tout le monde! Merci d'être resté aussi tard. Allô! J'espère que vous êtes encore réveillés et prêtes à entendre des histoires. Attends, on va ouvrir nos affaires. Et là, on doit tenir le micro, tenir nos affaires. C'est stressant. OK. J'espère que vous allez bien. Ceux qui ne nous connaissent pas, ben moi, c'est Justine. Moi, c'est Christine. Puis, ben, on est un podcast True Crime, évidemment. C'est la soirée True Crime. Puis, on est bien excités d'être ici. Chris, je te laisse continuer. Ben oui, en premier, merci le Festipod de nous accueillir ici ce soir puis de tout nous préparer tout ce beau petit setup-là. Puis merci à toutes vous autres d'être venus. C'est le fun. De vous avoir rencontrés aussi là-bas dans le corridor à côté des toilettes. Là, c'était malade. On comprend pas vraiment ce qui se passe, fait qu'on va l'adresser tout de suite. On est un petit peu nerveuse parce que ben c'est la première fois qu'on fait un show devant public. Vous êtes notre premier public ce soir. Ouais. C'est un moment historique. C'est un moment historique. On est arrivé en jet. Fait que là, bref, ça se peut que tantôt vous voyez ça partir là, quand on va sortir dehors. Là. Mais sinon, je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui ne nous connaissaient pas pantoute. Mettons par applaudissement les gens qui savent fuck all on est qui. Hey! Bien, enchantée. Bienvenue. C'est un peu lourd comme question parce que ça aurait été un Imagine, peu malaisant. le monde se lève, là, la vague. Mais bienvenue. Je vais laisser Ju juste nous présenter peut-être un petit peu plus que nos noms là, avant qu'on commence. Puis après ça, on va se lancer dans nos histoires. Ben nous, on est Crime Glacé. On a commencé en 2024. Fait qu'on est quand même un petit bébé podcast. Oui. Puis on a évidemment pas mal comme tous les autres podcasts, là, mais c'était un petit projet qu'on faisait pour le plaisir, avec aucune attente. Puis on a vraiment grandi rapidement, beaucoup plus vite qu'on pensait. On s'était dit, si on a 1000 écoutes après un an, on va continuer. 1000 écoutes, oui. Mais bon, c'est malade. On est extrêmement reconnaissante. Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous voir tantôt. Puis on va rester après aussi pour vous jaser si vous voulez. Oui, puis c'est ça, on fait du true crime, on fait des histoires aussi plus paranormales, des survivants. On touche aussi un peu plus loin. Puis international, on n'a pas mal aucune limite. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Puis juste avant qu'on se starte, ben dans le fond, notre petit concept à soir, on a décidé qu'on allait se raconter chacun une histoire. Parce que si vous nous connaissez, vous savez que genre un épisode, je raconte à Ju, un épisode, on me raconte. Fait qu'on va se faire 2 petites courtes histoires. Puis on a décidé de faire des histoires à soir de survivants. Mm-hmm. Parce qu'on s'est dit... on va finir ça un petit peu positif. C'est ça, tu sais. Puis je sais pas s'il y en a qui partent après tout seul à pied ou whatever, mais on voulait pas que genre tout le monde se pisse dessus dans les rues de Schlag parce qu'ils ont trop peur. Fait qu'on va finir ça en beauté, mettons. Mais c'est ça. Puis sinon, avant de commencer, est-ce qu'on se vante un petit peu? Oui, ben vous êtes notre premier public, mais après ça, nous, on part en tournée à travers le Québec avec Simon Predge. Ouais. Fait que si on passe par chez vous, on va pas faire le même cas qu'à soir. Là, fait que gênez-vous pas de retourner nous voir. On se promène, on va toutes dire nos dates sur les réseaux sociaux. Là, ça va durer toute l'année prochaine aussi. Fait que ben excitant. Oui, vous checkerez ça, vos villes, là, puis on va essayer de passer. Simon, il y a de la pression. Là, on va tout. Bref. Fait que avant, ben en fait, Ju, tu commences. Je pense qu'on est rendu là. Je me lance? Oui. Commence avec ton histoire. Préparez-vous, c'est quand même une histoire intense, mais il y a une fin positive. C'est toujours le fun, ça. Ce soir, je vous raconte l'histoire de... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Ce soir, je vous raconte l'histoire de Jennifer Murray.
Et là, nous, à Crème Glacée, on est des yappers, on jase, on fait des épisodes d'1h30, 2 heures. Fait que là, Ou 4 heures hier, mettons. Je vais rester à l'essentiel. C'était un beau défi, mais bon. Je vais quand même vous raconter cette histoire assez fascinante. Elle se déshabille, mesdames et messieurs. Assez fascinant. On est en 1995. On est à Houston, au Texas. Et Jennifer Morris, c'est une jeune avocate de 25 ans. Et elle se cherche un appartement pour emménager seule. C'est la mi-vingtaine, elle est prête à partir sa carrière, quitter son foyer familial, devenir indépendante, là, strong independent woman. Puis là, elle prend son temps pour vraiment visiter plusieurs apparts pour trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins. Elle veut trouver celui qui est le plus sécuritaire. C'est ça son critère principal, et c'est un très bon critère. Étant une jeune femme qui habite seule, ben, elle veut trouver celui où elle va se sentir le plus safe, avec plusieurs mesures qui sont prises en place pour qu'elle n'aille pas à stresser la nuit. Elle a choisi finalement le complexe nommé Bayou Park Apartments. Puis, il y a vraiment un large éventail de dispositifs mis en place pour la sécurité. Entre autres, il y a une clôture de 8 pieds de haut autour du terrain et un agent de sécurité 24 heures sur 24 dans l'immeuble. C'est génial! Rien ne pourrait arriver, hein? Puis Jennifer, elle barre toujours ses portes. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Puis, juste vous dire, ça m'unlock une nouvelle peur, là, parce que, genre, moi, mon building, il ressemble un peu à ça où c'est que j'habite, là. Ouais. Il y a comme plein de couches de sécurité, fait que j'aime pas où ça s'en va, je veux juste te le dire. Oui. Je vous raconterai pas cette histoire ce soir si ça s'arrêtait ici. Elle a bien dormi et merci, bonsoir. Non, ce ne sera pas ça. Eh bien, comme vous vous en doutez, malgré tout ça, tous ces éléments-là ne vont pas prévenir ce qui l'attend la nuit du 14 au 15 avril 1995. Ce soir-là, elle revient d'une soirée au bar avec ses amis. Elle rentre, elle débarre sa porte, elle rebarre sa porte, elle fait sa routine du soir et elle va se coucher. Elle s'endort paisiblement dans son lit, dans son appartement top sécurité. Mais durant son sommeil, elle sent quelque chose. Elle a comme un poids sur son chest. Elle a mal, elle est comme pas bien. Puis là, elle est comme dans un semi-rêve éveillé, elle se réveille. Puis là, elle ouvre les yeux et elle réalise qu'il y a un homme sur elle, dans son lit. L'homme, il a tout son poids contre elle, il la maintient en place, puis il essaye de lui enlever ses sous-vêtements. Là, Jennifer est à moitié réveillée, là, puis elle réalise, oh shit, ce gars-là, il est en train d'essayer de m'agresser, je suis dans ma propre chambre, qu'est-ce qui se passe? Mais à peine a-t-elle le temps de se débattre qu'elle réalise que l'homme tient un couteau contre sa gorge. Jennifer s'en fout. Elle n'a pas peur du couteau. Elle crie, elle se débat, elle donne des coups de pied, des coups de poing, même si le gars il la maintient en place. Elle donne tout ce qu'elle a pour l'éloigner d'elle, mais ça le fâche et il lui donne un coup de couteau dans le visage. Elle a tellement mal, Jennifer, qu'elle pense que son œil est tombé. Mais tu sais, elle est dans le noir, elle ne voit rien, elle sent juste du sang couler, elle a mal, elle se dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu un œil, qu'est-ce qui se passe? » Mais ça lui donne un boost d'adrénaline. Là, elle continue à se débattre et l'homme finit par lui trancher la gorge. Et cette fois-ci, ben, ça la ralentit pas mal. Évidemment. Je ne m'attendais pas à ce que cette phrase-là soit drôle, je suis désolée. Pendant la bataille, en plus, elle entend l'homme l'appeler par son nom. Il est comme « Don't move, Jennifer. Stop, Jennifer. » Puis elle le connaît pas. Fait que c'est vraiment déstabilisant d'entendre ton nom sortir de sa bouche. Là, ça doit être terrifiant. L'homme la traîne par les cheveux jusque dans la salle de bain, claque la porte, puis il retourne dans la chambre ou ailleurs selon ce que Jennifer entend. Il bouge dans son appartement. Et il lui dit à travers la porte « Jennifer, si tu bouges, je te tue. » Dans ce court laps de temps où Jennifer est laissée seule dans la salle de bain, elle saisit sa chance, elle doit agir vite. Et bien, elle habite seule, puis sa porte de salle de bain, elle ne se barre pas parce qu'elle est toute seule, elle n'a comme pas besoin de la barrer. Fait qu'elle s'assoit par terre, le dos contre la porte, les pieds barrés, appuyés sur le bain, puis elle pousse de toutes ses forces pour empêcher le gars de re-rentrer dans la salle de bain.
Puis d'une main, elle a plein de papier de toilette, puis elle essaie d'empêcher sa gorge de saigner, parce qu'on n'oublie pas, elle a la gorge tranchée en ce moment. Là, à force de toutes ses forces, puis elle écoute en même temps, puis elle entend l'homme se promener, elle l'entend dézipper ses pantalons, les zipper, elle ne sait pas ce qu'il fait, et à un moment donné, silence complet. Jennifer, elle entend un peu, mais elle n'a pas tout le temps devant elle. Là. Elle est en train de se vider de son sang. Il faut qu'elle sorte à un moment donné chercher de l'aide. Là, à un moment donné, elle se dit « OK, il faut que je sorte ». Elle essaie de débarrer la porte. Sa main est tellement pleine de sang que la poignée glisse. Elle n'est pas capable de la débarrer. Ensuite, elle se dit « OK, je vais essayer de la forcer. Je vais m'essuyer. Je vais essayer de tirer plus fort. » Mais elle avait tellement poussé fort contre la porte qu'elle avait renfoncé puis elle était bloquée là. Là, Jennifer n'est même pas capable de s'empêcher de rire puis elle se dit « Oh my God, je ne vais pas être morte à cause de ce gars-là. Je vais être morte parce que je me suis enfermée dans la salle de bain. » Puis là, à un moment donné, elle se dit, OK, dernière chance, elle réussit à défoncer la porte, littéralement, et sortir de la salle de bain. Son appartement, il est dans le noir complet. Mais là, elle se dit, est-ce que le gars il est encore caché chez nous? Là? Elle ne sait pas s'il est sorti. Elle essaie d'ouvrir les lumières, mais il a coupé l'électricité. Elle essaie d'appeler avec sa ligne fixe. Il a coupé le téléphone. On est vraiment dans un film d'horreur en ce moment. Mais une chance, Jennifer, elle a un cellulaire, ce qui est assez rare pour 1995. Donc, c'est vraiment miraculeux. C'est ça qui va probablement lui sauver la vie. Elle compose le 911 et un répartiteur du nom de Richard Everett répond. Là, évidemment, Jennifer, elle ne prend pas le temps de dire « Oui, allô, bonjour, comment ça va? » En panique, elle est comme « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un est rentré chez nous. Un homme a essayé de me trancher la gorge, il a essayé de m'agresser, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il est rentré, ma porte était barrée. » Tu sais, en panique, en panique. Elle continue. « Il y a du sang partout, je suis couverte de sang, il savait mon nom. » Et là, Richard, il est comme « Hey, calmez-vous, madame, c'est quoi votre nom? Qu'est-ce qui se passe? Respirez. » Puis il est vraiment rassurant avec elle. À un moment donné dans l'appel, Jennifer a dit « Ah, ça cogne à ma porte, Richard, 2 secondes. » Là, elle dit « Ah, ça doit être la police. Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. » Puis là, il lui dit « Wow, 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 wow. Ça fait vraiment pas assez longtemps. C'est pas la police, Jennifer. Attends un petit peu. N'ouvre pas la porte. » Il dit « Regarde dans le Judas, là, le petit trou, là, c'est qui? » Là, Jennifer, elle s'approche, elle regarde, elle est comme « Oui, allô, c'est qui? » Puis, un homme, de l'autre côté de la porte, dit « Oui, je suis la sécurité. Avez-vous besoin d'aide? Je suis là, madame. » Là, Jennifer a dit au téléphone « Richard, c'est mon gardien de sécurité. Il est là pour m'aider. Je peux-tu y ouvrir la porte? » Puis là, Richard, il n'est pas dupe. Il dit « Jennifer, si tu ne le connais pas, ouvre pas la porte. La police arrive dans pas long. Soyez patiente. » Puis là, Jennifer est comme « Mais je veux pas mourir. S'il y a quelqu'un littéralement à 3 cm de moi de l'autre bord de la porte qui pourrait m'aider, si je l'ouvre. » Elle hésite vraiment, mais elle fait confiance à Richard, puis elle n'ouvre pas la porte, malgré que le gardien de sécurité commence à être un peu insistant. Là, Jennifer elle reste au téléphone avec Richard. Il commence à faire un peu du small talk pour changer les idées à Jennifer en attendant que la police arrive. Lorsque les policiers de Houston arrivent au Bayou Park Apartments dans les petites heures du matin du 15 avril 1995, ils sont accueillis par Brian Wayne Gibson, 26 ans, et c'est un agent de sécurité de l'agence Pinkerton. Il est en uniforme, il est au bas de l'immeuble derrière son petit bureau, je ne sais pas trop, mais il est plein de sang. Et il a comme la main tranchée. Puis il dit « Ah, merci, Dieu merci, vous êtes arrivé. Un homme est sorti de l'appartement d'une fille, il m'a attaqué, il s'est enfui par là-bas. » OK. Il dit « OK, les policiers disent « OK, monsieur, restez avec nous, on va prendre votre témoignage. Nous, on s'en va aider mademoiselle Maury en haut. » Jennifer est toujours au téléphone quand les policiers cognent à sa porte. Quand on entend plusieurs voix et tout, elle dit au téléphone « Là, c'est-tu vraiment la police? » Richard lui confirme que oui. Elle ouvre la porte, puis elle perd connaissance. C'était vraiment là, son dernier espoir d'énergie, là, pile au bon moment. Et les policiers sont choqués par la scène sur laquelle ils tombent. C'est un vrai bain de sang. La peinture rouge partout sur les murs. Jennifer va être rapidement amenée à l'hôpital et on inspecte la scène de crime.
Un agent qui a entendu le témoignage de Gibson, le gardien de sécurité, va fouiller les buissons où il a pointé en disant le fou furieux, il est parti par là-bas. Mais il ne trouve aucune trace de pas dans, c'était peut-être de la gravelle ou quelque chose, il ne trouve rien. Dans l'appartement de Jennifer, la police trouve un couteau plein de sang. Donc pourquoi Gibson il a la main tranchée si l'assaillant il a laissé son arme chez Jennifer? On trouve aussi des sous-vêtements masculins couverts de sang et une casquette de la société de sécurité Pinkerton. Et laissez-moi vous dire que Brian Gibson n'avait pas sa casquette Pinkerton. Étrange. Les policiers non plus ne sont pas dupes et l'arrêtent immédiatement. Richard Everett, un peu plus tôt, quand il a empêché Jennifer d'ouvrir la porte, il lui a sauvé la vie parce que c'était Brian qui revenait probablement achever Jennifer et récupérer tous les éléments de preuve qu'il avait laissés derrière lui. Dieu sait pourquoi il est parti puis a décidé de revenir. Là. Une chance qu'il y a eu du mauvais jugement comme ça. Peut-être qu'il pensait qu'il était décédé, je ne sais pas, mais pour vrai, ça l'a passé proche. Parce que malgré la quantité inquiétante de sang retrouvé partout sur Jennifer puis sur ses murs, Gibson il a manqué sa jugulaire de près et son œil aussi. Elle va survivre de cette attaque sans aucune séquelle physique, miraculeusement. C'était son propre gardien de sécurité qui a essayé de la violer et de la tuer. On est safe nulle part. Je suis apeurée raide. Je sais pas quoi dire de plus, là. Et détail écœurant, il s'était rasé le pubis avant. Ouais, il y avait comme... Pour être sûr de ne pas laisser de poils, mais il a laissé sa casquette. Mais il a laissé sa casquette. Eh là là. Mais cette job, on dirait que c'est comme la job parfaite, genre, pour ce genre de situation. J'ai comme l'impression que les gardiens de sécurité, tu sais, ils ont comme accès... Là, je veux pas... il y a des gardiens de sécurité dans la salle. Je n'ai pas un jugement, là, mais on dirait que ça me fait rendre compte que c'est genre la job parfaite parce qu'il est déjà à l'intérieur. Exact. Il a accès à toutes les caméras. Puis d'ailleurs, je comprends pas, mettons... il n'y avait pas sa clé, genre, en tant que gardien de sécurité. Il l'avait peut-être laissé en dedans. Puis là, la fois qu'il est remonté en haut, il l'a oublié en bas. Fait qu'il était juste vraiment, vraiment, vraiment mauvais, là. Mauvais gardien de sécurité. Une chance. Oui. Crime. Finalement, Gibson va être accusé et reconnu coupable de tentative de meurtre et il va recevoir une sentence de 20 ans de prison ferme. OK. Ça, c'est une chance. Mais j'avais peur que... Il voulait la tuer, tu sais. Oui. Mais là, à cause qu'il a raté, on ne veut pas lui donner la pleine sentence. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça spécial. Là. Anyway, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Mais selon Jennifer, la Pinkerton Security n'aurait jamais dû l'engager ou surtout pas lui donner un poste comme celui-ci parce que ça faisait 3 ans que Gibson travaillait pour la Pinkerton. Il a commencé en 92, puis pendant ces 3 années-là, il faisait juste accumuler les plaintes après plainte de tous ses employeurs, tous les clients qui engageaient un agent de sécurité. Puis, au lieu de le renvoyer, il le chipait ailleurs, jusqu'à temps que là, les clients se plaignent comme « Ah, OK, on va te replacer ailleurs ». Une fois après une énième plainte, les responsables de la Pinkerton l'ont réaffecté au corps de nuit à l'édifice Bayou Park, un complexe d'appartements où plusieurs jeunes femmes habitent seules, dont Jennifer. Voyons donc. Une erreur de jugement. Après s'être rétablie à l'hôpital, Jennifer elle a tout de suite déménagé, là, on s'entend. Elle est avocate de formation, comme je l'avais dit au début de l'épisode, mais malgré ça, Jennifer elle a enchaîné les petits boulots pendant un certain temps. Elle occupait des postes dans des agences bas de gamme, là, malgré qu'elle était vraiment surqualifiée, parce qu'elle était, comme plusieurs victimes là, de traumatismes et de crimes violents comme ça, son trauma refaisait surface puis l'empêchait vraiment de lancer sa carrière comme elle aurait dû le faire. Mais heureusement, ça lui a pris plus de temps que la normale, mais avec le temps, Jennifer elle a commencé à reconstruire sa vie. En 1998, donc 3 ans plus tard, Jennifer intente un procès contre la Pinkerton Security. Bon. C'est une avocate, elle est comme « Hey, je pense que vous avez manqué à votre devoir ». Et en enquêtant sur l'affaire, son avocat puis elle, ils ont découvert que Brian Gibson il était loin d'être le premier agent de sécurité de la Pinkerton à avoir commis des actes criminels.
Les archives de l'État du Texas montrent qu'entre 91 et 95, donc vraiment pas beaucoup de temps, environ 130 agents de la Pinkerton ont été condamnés pour des crimes. C'est genre un club, là. Ouais, ça, on dirait que ça confirme ma peur de 2 secondes, là. Je comprends rien. Okay. Je vais vous raconter un exemple qui est sous-épisode de mon mini-épisode. En août 1992, une jeune fille de 15 ans, originaire d'El Paso, rentrait chez elle après être allée au cinéma. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, elle est interceptée par une voiture conduite par un homme habillé en Pinkerton Security. L'homme se nomme Kenneth Wayne Scott. Des témoins l'ont vu montrer son badge de sécurité à la jeune fille, la menotter puis la pitcher dans son char. Ensuite, il a conduit jusqu'au désert au nord-est d'El Paso. Il l'a agressée, puis lui a tiré une balle dans la nuque. Miraculeusement, elle a survécu. Oh my God! Donc, les gardiens de sécurité, ils ne sont pas capables de tuer, heureusement. Ça fait 2 récits de survivants là, grâce à la Pinkerton Security. Puis, as-tu des exemples de gens qui sont décédés? Ou il y en a eu, il y en a eu. Là, oui. parmi Mais les là, j'ai choisi personnes, une autre histoire de survivants à vous raconter. Survivants ce soir, survivants. C'est le focus de la soirée. Scott il a été arrêté et condamné à une peine de prison à perpétuité, heureusement. Et heureusement aussi, Jennifer, elle a dead son procès parce que c'est une avocate après tout, et elle a reçu une bonne somme d'argent de la Pinkerton Security pour manquement et négligence. La même année, en 1998, Jennifer ouvre son propre cabinet d'avocat en droit de la famille à Fort Worth, et elle rencontre celui qui va devenir son mari. Plusieurs décennies après l'agression et son appel déchirant au 911, on a comme le transcript là, au complet, Jennifer et Richard sont toujours de bons amis. Ils ont gardé contact. Avec le répartiteur. Oui, qui lui a sauvé la vie. Jennifer a dit... Wouh, oui! Bravo Richard, wow. Bravo Jennifer. Grâce à son instinct, dit Jennifer, son intuition et son grand cœur, Richard m'a sauvé la vie. Pour cela, il restera toujours l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et j'ai eu la chance qu'il assiste à mon mariage. Mais là! C'est quand même vraiment cute. Et aujourd'hui, elle est avocate spécialisée en droit de la famille, elle est mariée et maman de 2 enfants. C'est une belle histoire. Bravo! Ça me fait penser, Denise Hoskins, il me semble qu'il y avait eu quelque chose, tu sais, là, la Gone Girl, là, je sais pas trop. Ouais. Il me semble la policière qu'on aimait beaucoup Misty. aussi, elle est comme restée à son amie, puis elle est allée à son mariage et tout. En tout cas, ça fait... c'est beau de garder contact. Oui. Mais, attention, en 2015, Gibson a été libéré de prison. Il est sur le registre des prédateurs sexuels et, aux dernières nouvelles, il vit sa vie au Texas. Donc, gardez l'œil ouvert. Mais voilà, super. C'était mon histoire. Bravo! Bravo! Merci! Ça finit bien, je suis contente. Ben oui, c'est ça le but, les histoires de survivants. OK. Fait que là, ça mon tour. Ça mon tour. OK, excusez-moi. OK. Fait que là, je vais passer à mon histoire. C'est une histoire un petit peu plus vieille, en fait, beaucoup plus vieille que celle de Jus. Donc, c'est comme une histoire qui n'avait pas énormément de sources, énormément de... Mais bref, vous allez voir que... dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment simple. Là, je veux dire. Beau pitch, beau pitch. Je suis vraiment pas capable de m'exprimer, mais genre, si vous nous écoutez, vous le savez, là, genre, pauvre Jus qui fait du montage parce que je suis tout le temps... Bref, fait que je vais commencer, OK? L'histoire aujourd'hui que je vous parle, c'est le cas de Angelo Camille Hayes, ou Angel Hayes qu'on appelle. Angel Hayes, il est né le 6 juin 1917 à Montmoreau, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, en France. Il est connu comme étant un inventeur français du 20e siècle, mais surtout comme le survivant miraculé de l'une des plus extraordinaires histoires de survie de son époque. Donc aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Alors que Angel Hayes était encore beaucoup trop jeune et qu'il avait la vie devant lui, Angel sera chamboulé par un terrible accident. À l'âge de seulement 19 ans, le 1er septembre 1937, il sera victime d'un gros accident de moto.
Après avoir dérapé puis perdu le contrôle, son corps sera catapulté dans les airs puis il va entrer en collision avec un mur de briques. L'impact y aurait été tellement fort que Angel y aurait perdu connaissance sur le coup. Ses blessures y étaient, là, vous vous en doutez, quand même assez graves. Il y avait des égratignures partout, du sang à grandeur. Il y avait des os cassés, mais surtout une importante fracture du crâne. Sur les lieux, justement, les secours, ils vont automatiquement craindre pour sa vie. Là. Genre, c'est pas beau à voir, ça va pas bien se passer. On dira que c'est en route vers l'hôpital qu'Angel Hayes succombera malheureusement à ses blessures, donc plus aucun pouls détectable. Mais il sera officiellement déclaré mort par le médecin sur place à son arrivée au centre hospitalier. Ouh là là! Puis là... Il est mort, Jules! Il est censé être mort live, là! OK, mais c'est ça. Fait que là, j'imagine que vous vous demandez, genre, mais voyons donc, Christine, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous avais parlé d'une histoire de survivants. Eh bien, stand by, ça s'en vient, vous allez comprendre. Donc, après avoir été déclaré mort cette journée-là, on va alors rejoindre les parents du petit Angel pour leur annoncer la triste nouvelle. Puis ça devait être complètement... Je peux même pas imaginer le feeling de devoir annoncer à des parents la mort de leur enfant. Là, je peux pas imaginer. Quand les parents vont se rendre à l'hôpital, le médecin, il va comme les aviser comme quoi les blessures sur le corps de leur garçon sont tellement graves, sont tellement intenses que il est tout défiguré au complet. Puis il les avise de ça parce qu'ils leur disent, tu sais, votre fils en ce moment, il est à peine reconnaissable. Est-ce que vous voulez le voir ou non? Tu sais, c'est un choix. Il leur dit que s'ils veulent conserver un beau souvenir de leur garçon, que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Mais bon, même si le médecin se doit d'aviser les proches des victimes lorsqu'un tel contexte survient, il en reste toujours que le choix final il est aux parents puis aux proches de la personne décédée. Dans ce cas-ci, les parents de Angel vont prendre la décision de ne pas s'approcher du corps, de ne pas comme aller voir. Ils vont préférer garder l'image qu'ils ont toujours eue de leur fils, puis de ne pas avoir une espèce de plan d'horreur là, de leur fils défiguré. Puis je respecte leur décision. Puis là, je ne suis pas comme professionnelle là-dedans, là, mais mettons, pour ma part, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Moi, j'ai perdu mon père. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je me rappelle très bien que quand on est arrivé à l'hôpital, il nous avait posé la question. Parce que là, peut-être que vous vous posez des questions, mais il n'y a pas une affaire d'identifier le corps. Mais tu sais, c'est un accident de moto, en tout cas. Mais moi, je me rappelle qu'il m'avait posé la question dans le cas de mon père. Tu sais, il était défiguré aussi, puis il y avait certains membres de ma famille qui avaient décidé de ne pas y aller dans la chambre. Moi, j'avais décidé d'y aller. On dirait que c'était comme... Il fallait que je le voie pour le croire. Mais bref, tout ça pour dire, mini parenthèse pour... Je comprends comme leur décision. On dirait qu'il y a comme deux points de vue dans tout ça, puis eux, ils ont choisi de ne pas aller le voir. Sauf que pour en revenir à mon histoire, peut-être que ça leur aurait été bien que plusieurs personnes passent quelques derniers moments, entre guillemets, près du corps. Puis vous allez vite comprendre pourquoi. Les funérailles vont se faire les jours qui suivent à cercueil fermé, parce qu'on se rappelle, ils ne se ressemblent plus. Et on mettra ensuite le corps en terre 2-3 jours après sa mort. Donc, ça s'est passé super rapidement entre le moment où il a été déclaré mort, les funérailles et l'enterrement. C'est maintenant le moment où l'histoire prend une tournure complètement inattendue et surtout vraiment difficile à croire. Je lisais les affaires et je ne comprenais pas comment c'était possible. L'information que je m'apprête à vous révéler varie légèrement selon les sources. On parle à quelques endroits que c'est comme le lendemain de la mise en terre que ça a été fait. Il y en a d'autres que c'est comme le surlendemain. D'autres jours, ils disent que c'est le jour même en faisant l'enterrement, en fait. Donc, ça varie selon les sources. Mais bref, peu importe. À un certain moment, le corps, il aurait dû être exhumé. Excuse-moi, j'ai failli vomir dans le micro. Désolée. Donc, le corps aurait dû être exhumé, c'est-à-dire le sortir de terre, ouvrir et regarder le corps. Là,
pourquoi. J'imagine que vous vous demandez toutes pourquoi. Eh bien, une question d'assurance. Parce que, étant donné que Angel Hayes, il y avait quand même une assurance vie sur lui, il fallait quand même procéder à une autopsie si les parents ils voulaient réclamer l'argent des assurances vie, parce qu'il y a comme rien qui s'est fait. Là. Ça c'est comme vraiment, c'était on dirait plein d'erreurs. Là, ça n'a pas de bon sens. La famille, ils ne devaient pas le savoir, mais la simple déclaration du médecin comme quoi Angel Hayes est décédée, c'est pas assez pour réclamer l'argent des assurances. On devait connaître la véritable cause du décès, puis voir le corps et tout. Donc, pour que... excusez, ça m'arrive souvent, ça aussi, de pas lire mon texte. Excusez. Donc, pour que les parents d'Angel reçoivent un montant d'argent en guise de dédommagement lié à l'accident de leur fils, la compagnie d'assurance en question, qu'on ne connaît pas le nom dans cette histoire-là, devait envoyer quelqu'un, un professionnel, genre je ne connais pas exactement tous les termes, là, mais pour voir le corps, le faire examiner, s'assurer avec une autopsie que c'était bel et bien un accident, etc. Alors donc, on exhume le corps. Selon l'équipe médico-légale, le corps d'Angel Hayes était encore chaud. C'est incroyable. 2-3 jours après qu'il a été déclaré mort, son corps est encore chaud. Comment est-ce possible? Genre, comment cet événement a pu arriver? Je ne comprends rien. You have one job, là. Plusieurs personnes avaient une job. Là. Il y a eu une chaîne. Ça n'a pas de sens. Bref. Angel Hayes était toujours vivant, mais dans un coma tellement profond que c'est d'ailleurs ça qui lui aurait permis de survivre. Comme son corps, il avait comme pas besoin, il avait besoin de très peu d'oxygène. Donc, par miracle, pendant 2-3 jours, dans un cercueil, puis sous terre. L'enquête d'assurance va clairement lui avoir sauvé la vie, parce que sinon, il serait mort tranquillement, pas vite. Là. Ça l'aurait été dans les jours qui suivent. Oui, legit. Au moins, il s'est pas réveillé, là. Oui. Hey. Oui. Quelle erreur! Genre, vraiment, le choc que tout le monde vivait, c'était fou. Donc là, par contre, bien évidemment, là, ça dépend encore des sources, mais Angel Hayes va passer entre 6 mois et 3 ans dans le coma. Ça varie là, selon les sources. Tout ça pour dire qu'il va encore rester dans le coma pendant vraiment longtemps. Le temps n'est pas 100% confirmé. Après tout ce temps-là à l'hôpital, plusieurs chirurgies, opérations importantes et surtout beaucoup de réadaptations, Angel Hayes va finalement s'en sortir sans aucune séquelle, complètement rétabli selon les sources. C'est fou! Mais avec le reste de mon histoire, je ne sais pas si on peut dire 100% rétabli, là, mais rétabli. Bravo quand même! Oui, parfait. Il est vivant, là, genre, en tout cas, je comprends rien. À la suite de cette grosse mésaventure, Angel va devenir une espèce de sensation en France durant les années qui vont suivre. Il va donner des conférences, les foules vont se déplacer pour entendre son histoire, mais outre ce fait, ce qui fait de lui un homme français kind of célèbre, c'est l'invention qu'il fera suite à son traumatisme. C'est vrai, sa job, c'est inventeur. Là. Ça, c'est red flag un peu. Là. Genre, inventeur, mais ça dit pas de quoi, c'est juste comme inventeur. Inventeur, mais vous allez vite comprendre. Puis, tu sais, je dis traumatisme, puis on sait tous que les gens qui vivent des traumatismes, des PTSD, des fois, tu sais, je veux dire, on dit pas de séquelles du tout, mais clairement, lui, il a développé quelque chose. Là. Il a développé une peur, il a développé... En tout cas. Hayes va tout d'abord présenter son projet comme étant le tout nouveau cercueil qui peut détecter les mouvements humains et donc empêcher un enterrement involontaire. Comme si ça l'arrivait souvent. Un enterrement involontaire. Il va déposer sa demande de brevet en 1955 et sa demande sera approuvée au mois de janvier de l'an 1958. Donc, c'est l'inventeur de ça, là. Il l'a eu, là. C'est breveté. Je sais pas, comme les gens qui l'ont breveté, c'est quoi qui vivait cette journée-là? Mais il était comme, OK, I guess, personne d'autre va vouloir breveter ça, anyway. Ils se sont dit, ben regarde, on n'a pas un gros matin. Ah ouais, il n'y a personne qui l'a fait, on le fait, parfait, approuvé. Je sais pas. Au fil des années, son projet va bien évidemment évoluer, s'agrandir, puis non seulement Angel Hayes construit un cercueil intelligent
capable de confirmer si la personne enterrée n'a bel et bien plus aucun signe de vie. Il va même se rendre à créer un endroit capable d'offrir à la personne enterrée contre son gré, comme ça l'arrive tout le temps, là, des commodités, voire même une hospitalité, tout simplement. Il y a une machine à coke diète, genre, puis du popcorn, des oreillers. J'y arrive. On parle ici d'un environnement sécuritaire à la fine pointe de la technologie de l'époque, conçu dans le plus grand des conforts, avec un rembourrage moelleux de la dernière qualité, offrant à son passager certaines provisions et même certains divertissements. Passager. C'est Oui, pas oui. un jet, là. Dans certaines occasions, là, il a présenté ça comme le dernier véhicule avant de rejoindre le paradis. Mais voyons, imagine tu te fais enterrer sous terre par erreur, tu te réveilles, il y a de la musique qui joue, tu as un écran plasma, du popcorn, tu es juste genre, voyons, non, sortez-moi d'ici. Ouais. Tu veux pas commencer à jouer à Nintendo, là? Tabarouette. C'est en 1974 que le grand public a pu être témoin pour la première fois de l'invention de Hayes. Lors d'une foire à Saint-Aulay, en France, Hayes y présentait son œuvre. Il montrait son intérieur spacieux, la bonbonne d'oxygène intégrée permettant de survivre plusieurs jours, le système de toilettes chimiques installé, les émetteurs radio permettant de contacter les gens sur la Terre, ainsi que les nombreuses alarmes qui peuvent alerter quiconque de la situation. Angel lui-même a également fait une simulation d'incident devant public. Là. Pendant la foire, il s'est dit « Soyez témoins » et il serait resté 30 heures sous terre, dans sa maison souterraine. Là. Je vais l'appeler comme ça maintenant parce que... Oui, c'est une maison. Là. Mais qui reste 30 heures le regarder en dessous de la terre? Tu le vois pas? Il était filmé, il se filmait. Il était filmé. Il y a des photos. J'aurais vraiment aimé ça, la projeter d'ailleurs, la photo. Je ne l'ai pas faite finalement. Mais vous irez voir pour de vrai. C'est incroyable. Ce monsieur me fascine. Je reprends. Mais bref, tout ça pour dire que si on réfléchit 2 secondes, dans quel monde cette invention-là serait nécessaire? Dans son cas, lui, ça l'était. T'sais, si jamais c'est pour réarriver, on s'entend, il y a beaucoup d'étapes avant de se rendre là. Donc, clairement, qui achèterait ce cercueil-là? Il faudrait que les ambulanciers sur place ils déterminent qu'il est mort. Après ça, le transport à l'hôpital, les médecins, l'autopsie, s'il est exposé, tout ça, le thanatologue. Je veux dire, on ne va pas comme embaumer un corps et en même temps... Bon, on va lui mettre un petit tuyau d'oxygène, juste au cas où qu'on s'est trompé. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Non. Mais lui, il est convaincu que c'est l'invention du siècle. En 1984, cette fois-ci au Festival des disques et inventions à Aubigny, en France, Angel Hayes va répéter son expérience. Toujours pour présenter son projet, ce dernier y aurait fait une simulation, cette fois-ci de 2 jours complets. Donc, on parle de 48 heures sous terre. Le cercueil intelligent de Angel Hayes avait aussi de toutes nouvelles options qu'il pouvait présenter au public. Durant une entrevue télé qui a été faite en France à l'émission « On va se gêner » de Jacques Martin et Philippe Bouvard, une émission qui rentre comme un peu dans la vie des gens, qui leur pose des questions, des gens qui ont fait des choses, bref. Bouvard, il va le présenter comme suit. « Angel Hayes est certainement le personnage le plus dérangeant que j'ai jamais reçu. Il s'est présenté au... Oui. Ben, en tout cas, moi, j'ai vu sa tronche et je l'aime tellement. En tout cas, Angel Hayes, bref, il dit, il s'est présenté au studio avec le cercueil qu'il avait personnellement aménagé, dans lequel il raconte qu'il passe plusieurs jours par mois, 6 pieds sous terre. Mais une partie de lui a resté sous terre. Là. Oui. Son cercueil est capitonné, équipé de tout le confort, un transistor qui lui permet de se tenir au courant de ce qui se passe sur la Terre. On parle ici de copieux encas, donc de la bouffe, plusieurs bouteilles de vin, ce qui sirote grâce à un tube, et bien sûr, un tuyau d'air qui se rend à la surface. Mais pas juste ça. On parle aussi
même d'une petite bibliothèque intégrée pouvant permettre aux résidents de faire des petites lectures en attendant de venir se faire sauver. Mais il fait des mini-maisons. Il fait pas des cercueils. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que quand les gens sont dans le coma, ben là, je ne sais pas, là, mais en tout cas, on entend souvent que les gens dans le coma sont capables d'entendre comme les gens autour d'eux, puis de sentir la présence. Si tu vas rencontrer, si tu vas voir être au chevet de quelqu'un qui est dans le coma, il entend. J'ai comme l'impression que pendant que les 2 jours qu'il a passé comme dans le cercueil, il était comme conscient, il est resté avec ça. Ouais. Genre, il a comme voulu, je sais pas, recréer ça. Il est resté dans le cercueil, là. Genre, il a vraiment eu un trauma à cause de ça. Définitivement. Oui. Encore aujourd'hui, les dernières nouvelles qu'on a proviennent du Salon de l'art funéraire de Paris de novembre dernier, pas de novembre dernier, excuse-moi, novembre 2021. Fait que c'est comme, mais ça a l'air d'être comme un salon qui se passe à chaque année. Il fait encore des cercueils en 2021? Non. Ce que j'allais dire, c'est qu'en novembre 2021, il y aurait eu, lors du salon de l'art funéraire, là, une exposition sur lui pour vraiment parler de comment c'était un inventeur, bref. Et l'exposition s'appelait « 1984, Angel Hayes trompe la mort dans son cercueil électronique ». Et puis, la devise de Angel Hayes qui est présentée lors de l'exposition, « Quitte à se faire enterrer, autant le faire confortablement. » Word! Angel! On l'aime. Donc, Angel Hayes aurait donc été un survivant célèbre, un inventeur comique. Il aura vécu une longue et belle vie dans la prospérité, tout en étant l'espèce de coqueluche des médias et tout. Mais bon, lui, il avait l'air de vivre sa vie. Il a-tu été enterré dans un de ses cercueils? Angel Hayes est mort en 2008. Mais il y a peut-être toujours son cercueil. À l'âge de 90 ans. Peut-être encore dans son cercueil, en train d'écouter la télé. Mais imagine! C'était rendu un bunker, son affaire. Il est encore là. On le déterre la semaine prochaine. Non, mais Angel Hayes, pour vrai, il est mort à l'âge de 90 ans. On se rappelle, il avait été déclaré mort à 19 ans. Là. Une longue et là, vie. il était sur le bord de la centaine. Là. C'est fou, il a vécu une très longue vie. Et son prototype, son premier cercueil qu'il a créé et qu'il a passé des jours et des jours et des jours, bien, il va avoir été enterré dedans, dans le cimetière de Médiac, en Charente-Maritime, toujours en France. Donc, techniquement, il est dans son cercueil. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment? Peut-être. Imagine! Wow! Donc, c'était l'histoire de Angel Hayes, tout le monde. Bravo, Angel! Bravo, Cri! Fait que c'était pas trop trash, hein? On a commencé rough, puis après, ben... On finit positif. Mais j'aurais aimé ça vous montrer une photo parce que Angel Hayes, il est vraiment cute, là. Genre, avec ses petites lunettes, là, puis je l'imagine, genre, dans son sous-sol, puis OK, on va mettre une petite bibliothèque, puis on va mettre... Puis je veux avoir ma bouteille de vin parce que moi, c'est pas vrai que je vais rester 2 jours en terrain, tu sais. Genre, je l'imagine, en tout cas, bref. Je l'adore. Donc, voilà. Ben merci tout le monde.